On va parler de l'industrie automobile européenne aujourd'hui. La Commission doit dévoiler la modification de son grand plan. Alors vous vous souvenez, l'objectif pour décarboner l'Europe. Un des moyens, c'était l'interdiction des moteurs thermiques posés dès 2035. Toute voiture neuve devait être électrique. Bon, Ludovic, je me tourne vers vous. A priori, ce ne sera pas le cas. Non, ce ne sera pas le cas. Alors, dans l'automobile, on appelle ça une révision. Là, on va y aller. Voilà, exactement. Pleinement. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un échec un peu annoncé. Alors, très sincèrement, il n'y a pas que Bruxelles qui est responsable de cet échec, parce que c'est une industrie européenne qui n'a pas su négocier un virage, qui a vu des objectifs, et non seulement qui n'a pas réussi à négocier un virage, mais qui a vu pendant ce temps-là une autre industrie, l'industrie chinoise, oui. Déverser, arriver. Je rappelle juste, parce qu'il faut un peu situer, probablement les ventes d'automobiles chinois cette année en Europe vont finir aux alentours de à peu près 7% de part de marché. Alors 7%, on dit ok, il reste encore 93%. Oui, mais 7%. Sauf qu'elles viennent d'arriver. Oui, sauf qu'ils viennent d'arriver. C'est déjà un bond de plus de 150% en un an. Et puis après, quand on fait des coups de zoom, notamment sur des hybrides rechargeables ou des choses comme ça, oui. Les constructeurs chinois sont déjà sur des parts de marché de l'ordre de 20%. Donc ça veut dire que d'abord, on a une industrie qui a eu du mal à composer. On va pas lui en vouloir, parce que ce qu'il y a de plus difficile dans une industrie lourde, qui est l'industrie automobile, c'est le changement de pied. C'est toujours plus simple de partir de la feuille blanche, comme l'ont fait les industriels chinois, où j'allais dire, ils sont partis sur la technologie suivante tout de suite. Oui. Nous, on est en train de composer, de faire un gros virage. Pas franchement aidé par les Allemands, qui ont eu du mal quand même à négocier ce virage, et qui ont eu une politique industrielle très ambiguë, comme avec la Russie pour le gaz, avec la Chine et l'industrie. L'Europe le paye de plein fouet. Donc très probablement, ce qui va sortir du chapeau cet après-midi, vers 15h, 15h30, ça va être, on va dire, on s'attend à deux grandes mesures. La première, c'est de dire de panacher l'objectif de 2035 et de se dire qu'au lieu de passer au tout électrique, on va ramener plutôt sur des objectifs liés au CO2, c'est-à-dire ouvrir le fait que certaines technologies puissent continuer à exister. Je pense aux biocarburants, je pense aux carburants de synthèse et autres, ce qui serait une façon un peu de relâcher la pression. Puis derrière, il y a tout un enjeu aussi, c'est la production. Il y a 11 usines chinoises qui ont ouvert ou qui vont ouvrir en Europe. Oui. Et c'est tout l'écosystème, et à quel point aujourd'hui l'Europe va être capable de sortir les herses pour résister, pour être dans une logique d'imposer de la production locale. C'est un dossier extrêmement sensible, parce que très politique, et probablement, on va pas se mentir, où l'Europe joue la survie de l'industrie automobile dans la décennie qui vient. C'est-à-dire que soit on perd cette industrie, soit on arrive à résister, mais sur des positions qui doivent être viables. Oui, ça va être un vrai bras de fer avec l'Allemagne. Je rappelle simplement, il y a eu énormément de fuites sur ce que la Commission devrait annoncer. L'objectif ne serait plus de 100% de véhicules électriques, mais de 90%. Ça reste quand même une écrasante majorité. Mais on donne un petit peu d'air, notamment aux constructeurs allemands, de voitures électriques en 2035, aux côtés des moteurs thermiques les plus proques, mais aussi des hybrides rechargeables, des véhicules disposant d'un prolongateur d'autonomie également. Et la question reste ouverte sur les biocarburants que vous soulignez il y a une seconde, Ludovic. On en saura plus effectivement cet après-midi. Ce qui va m'intéresser, Roland Gillet, c'est ce que vient de souligner Ludovic sur ce bras de fer avec l'Allemagne. Cet assouplissement, ce sont les industriels allemands qui l'ont réclamé haut et fort, mais pas toujours pour le bien, effectivement, de l'industrie européenne. La Volkswagen vient d'annoncer qu'il allait produire en Chine pour rapatrier ensuite ses voitures, produire à moindre coût pour rapatrier ses voitures en Europe. Est-ce que l'industrie européenne peut tenir avec des barrières douanières aussi faibles et des industriels européens qui vont produire en Chine pour revenir les vendre sur notre marché? L'automobile est un secteur en plus hyper compétitif, donc, et où les échanges et la technologie sont toujours les deux points. C'est de savoir comment est-ce qu'on fait quand on veut vendre dans un pays pour être sûr que l'autre ne prenne pas la technologie et nous vende chez nous. Par contre, ici sur le côté même du nombre d'emplois perdus en Allemagne, la dernière année, encore plus de 50 000 emplois ont été perdus. C'est ce qu'ils ont fait aussi dans le temps leur a fait mal, au-delà de dire simplement ils ont pris de mauvaises décisions. Donc, pareil, ils ne peuvent pas dire que c'est subitement la dernière année où il y a encore 50 000 emplois qui sont passés à la trappe, mais c'est franchement aussi le fait que, de manière générale en Europe, avec cette idée, et que je te dis qu'elle est tout à fait louable, de dire on veut dépolluer
beaucoup plus que les autres, avec un rythme beaucoup plus que les autres. Parfois, on noie un peu le poisson. Encore aujourd'hui, je vois des spécialistes de la technologie, ce que je ne suis pas, qui me disent que beaucoup de véhicules hybrides, quand ils sont en version thermique, consomment beaucoup plus vu le poids qu'ils ont qu'une thermique qui n'est que thermique, mais qui a un poids beaucoup plus léger avec les nouveaux moteurs actuels. Donc je pense aussi que là, il faut qu'on puisse faire un peu la différence quand on regarde bien les choses. Et en plus, une partie de l'électricité, comme vous le savez, et ne venez pas me dire que je suis climato-sceptique, je dis juste des idées qui sont aussi sur la table. Si l'électricité est faite dans la vallée de la Roure avec de la lignite pour alimenter un véhicule français dans un problème de délestage électrique pendant l'hiver, qu'on ne me dise pas que c'est propre. La voiture qui est devant vous est propre, le TGV est propre, mais il y a de l'énergie bien plus sale encore que les biocarburants qui sortent. Donc, clairement, c'est un problème complexe et je pense que souvent, on a tendance à dire il y a thermique, il y a hybride et il y a électrique, mais même sur le thermique, ça ne valait pas la peine de faire des efforts pour arriver à avoir quand même des produits où là, dans le monde entier, les véhicules allemands se vendent encore aujourd'hui dans leur version thermique parce qu'elles ont des qualités. Et je ne vais pas vous dire celles qui sont les plus importantes à vous d'en juger, en dehors de la solidité de la voiture, mais clairement, ils ont voulu capitaliser là-dessus. Et c'est vrai que dans un pays comme les États-Unis, je prends une marque comme Mercedes, leurs gros véhicules encore comme les GLS et autres, sont très demandés parce qu'ils ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de confort de conduite et ainsi de suite. Mais c'est des modèles qu'ils ont totalement abandonnés, par exemple, ici, parce que même on n'a plus les moyens de les acheter. Hybride, question de pouvoir d'achat aussi. D'autonomie. C'est clair, mais ça veut dire quand même que je trouve que c'est vraiment un sujet complexe que pour dire il y a simplement les trois possibilités et de dire à un moment donné, on abandonne entièrement le thermique, mais on n'a pas prévu toutes les conséquences que ça a et les marchés sur lesquels on est, c'est aussi difficile. Surtout des entreprises exportatrices. Et il faut quand même rappeler que l'Allemagne, en Europe, est d'un des pays, non pas qui exporte plus que les autres nécessairement, mais exporte le plus vers en dehors de l'Union européenne, et donc est beaucoup plus confronté à ces problèmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand l'Allemagne va mal, les autres pays ne ressentent pas tout de suite le choc parce que ça vient à l'extérieur de l'UE, mais l'ont parce qu'ils sont des fournisseurs de l'Allemagne. Donc il faut bien regarder le problème. Oui. Ce qui pose le problème aussi des droits de douane, sur lesquels l'Allemagne bloque, évidemment. Il y a un véritable sujet autour du segment de marché aussi pour l'Europe, là où les voitures chinoises sont plébiscitées, c'est pour l'entrée de gamme, c'est pour les petites voitures. Il y a des subventions, du coup, là, qui sont prévues dans ce plan. Et on va voir dans les annonces d'après-midi, parce qu'on espère que sur les petites voitures électriques, Bruxelles prenne un peu une logique de super crédit, c'est-à-dire que ces voitures soient favorisées dans des quotas en termes de CO2, parce que le rapport aussi à l'automobile a changé. C'est pas juste une question d'un aspect technologique entre le thermique et l'électrique. C'est aussi aujourd'hui le cœur de la demande sur le marché européen est plutôt la petite voiture électrique. Et oui. Donc ce qui est un enjeu assez fondamental. Sur 15 et 20 000 euros. Sur lequel l'Allemagne est très mal positionnée pour le coup. En plus, parce que c'est pas du tout historiquement la production native du marché allemand. Après, je vais faire un parallèle dont on se rappelle tous, c'est quand l'Europe a décidé la fin des ampoules à incandescence. Ça a l'air idiot, c'était une vraie mesure, mais on a vécu tous en direct ce qu'était cette catastrophe au début, avec des ampoules qui mettaient entre 10 minutes à s'allumer, des ampoules qui avaient un éclairage blanc, on était tous malades, et tout ça. Donc il y a un temps d'adaptation, je vais dire, par rapport à des mesures qui font que technologiquement, il faut suivre. Là, l'erreur manifeste de Bruxelles, et en plus le Covid s'est intercalé, c'est que sur une mesure aussi structurante, il fallait marquer à la culotte les constructeurs automobiles, il fallait créer le dialogue, honnêtement. Et on ne peut pas, à la fin, et là, là pour le coup, je donne raison aux constructeurs, se dire, OK, on fait cette planification, mais toutes les aides en Europe ont été ratiboisées ces dernières années sur l'achat électrique. Il y a un enjeu... Il y a eu beaucoup de yo-yo, effectivement, mais là, on semble retourner vers ces aides. Et un des trucs qui coince le plus aujourd'hui sur le marché du véhicule électrique en Europe, c'est ce qu'on appelle le marché professionnel. C'est-à-dire, ce sont les flottes d'entreprises. Les flottes automobiles. 50% d'abord, c'est des flottes conséquentes. Les ventes automobiles. C'est aussi la flotte qui nourrisse le marché de l'occasion derrière pour partie. Or, j'allais dire, les entreprises, les artisans qui ont acheté les véhicules, eux, ils font des calculs. Si un véhicule électrique leur coûte 30% ou 40% plus cher à l'achat, s'ils s'y retrouvent pas et s'ils n'ont pas des aides, ils n'iront pas. Donc, j'allais dire, on ne peut pas mettre en place une politique dogmatique en disant c'est la fin du thermique si derrière on n'accompagne pas à la fois le marché, les citoyens, les entreprises dans cette transition. C'est dommage parce que bien orchestré, probablement
qu'aujourd'hui, on serait plutôt en train de se dire, tiens, l'Europe est devenue un poids lourd de l'industrie automobile. Non, mais c'est ça. Est-ce qu'on a encore les armes pour concurrencer les Chinois? C'est ça la grande question, finalement. Mais voyez, ce qu'on essaie de protéger avec ce plan. Je ne comprends pas ce que vous avez dit, mais regardez, dans différents pays, on a vu à un moment donné, quand on a vendu les hybrides et qu'on a donné une forte déduction fiscale, les entreprises, notamment, ont pris des hybrides. Et puis, on regarde après, tiens, il y a la Cour des comptes, parce qu'on aurait pu le faire en France, des organismes comme ça qui disent, mais c'est quand même bizarre, les entreprises déduisent plus aujourd'hui de carburant que les années avant. Donc, il y a sûrement une tricherie quelque part. Comme vous voulez vous tricher avec des cartes à la pompe, en fait, ce qui s'est juste passé, c'est que la voiture n'a été hybride que le moment on a été la chercher. Et qu'après, pour des raisons de confort, parce qu'au début, les batteries, c'était une petite autonomie, vous avez un peu un indépendant qui doit les recharger pendant une demi-heure et ainsi de suite, déjà trouver les bornes. Enfin, tout ça est complexe, c'est ça que je veux dire. Mais on a vu des choses pareilles. Hein. Et donc, l'hybride, elle ne l'a été qu'au moment où elle est arrivée dans le garage. Et après, le type l'a peut-être rechargé 3 fois quand il est parti en vacances avec sa famille. Mais pour le reste, il s'est dit, moi, je ne vais pas risquer de perdre un client parce que je suis en train de recharger, parce que ceci, parce que cela. Et l'autonomie, aujourd'hui, va beaucoup mieux, hein, on est bien d'accord. Mais au début, je connaissais quand même que c'était pas génial. Et moi, j'ai des amis qui m'ont dit, avec les premières, c'est super, et puis ils m'ont appelé, est-ce que tu veux bien venir me chercher? Et je t'interdis de rire, parce que je dis, t'as un problème de moteur? Non, j'ai un problème de carburant. Je lui dis, écoute, essaye de souffler, mais une éolienne, tu feras comme un pédalo. Mais c'est vrai que ça arrive aussi. Donc, je crois que on doit, comme vous l'avez très bien dit, c'est accompagner la technologie du consommateur à l'industriel. Il y a une petite phrase que j'aime beaucoup aujourd'hui en une de l'opinion, un papier de Muriel Motte sur tous ces sujets, qui nous explique qu'après la baladurette et la jupette, la séjournette pourrait nous aider à référence à Stéphane Séjourné, le commissaire européen à l'industrie bien sûr, pourrait nous aider à damer le pion de la Chine. L'industrie européenne, l'industrie automobile européenne, elle est d'ores et déjà fichue aujourd'hui, Ludovic de Sauté. Ou est-ce que, parce qu'on voit des modèles qui sortent quand même, Renault avec sa Twingo e-tech 100% électrique. Il y a des petits modèles qui arrivent quand même. La R5 électrique est un. La R5 électrique est un succès absolument national. Donc on arrive sur ces petits segments quand même. Elle est en danger. C'est une réalité. Elle est probablement pas fichue si, j'allais dire, tant Bruxelles que les différents pays. Je pense notamment à l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Espagne, et, pour être sur les principaux producteurs, et puis tous les pays de l'Est aussi, sur lesquels il y a beaucoup d'industries entrantes. Ça demande une mobilisation aujourd'hui. Ça demande, il y a Gigafactory commence à arriver dans les Hauts-de-France, avec une technologie, des technologies qui commencent à produire des oui, Vercor a inauguré la 3e Gigafactory la semaine dernière. Donc, mais aujourd'hui, il y a une notion de danger, une notion, c'est aussi à l'Europe, ce matin, la Chine a décidé de mettre en place des droits de douane sur la viande de porc. C'est aussi à l'Europe de décider... Pour dumping. En dumping, ouais. C'est la Chine qui accuse l'Europe de dumping sur la viande de porc. C'est à l'Europe aujourd'hui d'être capable aussi de protéger une industrie. Ça ne va pas se faire sur le dos du consommateur, mais aujourd'hui, j'allais dire, quelles que soient les combinaisons, et c'est l'équation sur laquelle est arrivé Volkswagen, c'est compliqué de produire une voiture 100% électrique avec le même tarif qu'un BYD. C'est quasiment impossible. Évidemment. Impossible. Et un des points importants aussi, c'est que sur la suprématie, l'avance en tous les cas, en termes technologiques sur les batteries, même les Américains voient que c'est les Chinois pour le moment qui ont la main pour différentes raisons. Or, c'est quand même une des faiblesses les plus importantes de l'électricité dans une voiture, c'est que l'autonomie n'est quand même pas top. Et sur des voitures plus lourdes, c'est pour ça aussi quand vous dites ça marche surtout sur les petites voitures, il faut aussi accepter de dire que sur les grosses, ça ne marche pas, parce que celui qui a une grosse électrique, dès qu'il pousse un peu dessus, il fait 100 km de moins ou une demi-heure de trajet en moins et le voilà obligé de recharger, quoi. Et donc je pense même aussi au niveau de l'équipement, on dit tout le monde peut brancher sa batterie. Imaginez un peu dans une ville comme Paris, si tout le monde devait brancher sa voiture. Ah oui, il y a des questions d'infrastructure qui vont coûter très cher. Avec les vélos, les trottinettes, on a vu ce que ça a donné, mais ici c'est un autre enjeu. On est en retard.